La présentation, je voudrais dire que je suis là, évidemment, enfin, je suis chercheur, donc je suis là aussi sur des questions scientifiques, mais pas seulement, parce que le plus important de mon travail actuellement à l'Institut des métiers de la ville, c'est de l'assistance technique et institutionnelle auprès du comité populaire de la ville de Hanoï. Et donc, je vais aborder ce rapport entre fleuve et urbanisation, mais d'un point de vue un peu opérationnel, ou du moins dans les études. Peut-être pas dans les projets concrets, mais au moins dans les études, voire dans les projets. Alors, c'est vrai que quand on parle de la relation entre le fleuve et la ville, c'est un peu bateau comme sujet. Enfin, je veux dire, les villes assises sur des fleuves sont plus la majorité que l'exception. Donc c'est vrai dans beaucoup de situations, dans beaucoup de continents. Ceci dit, il y a des différences quand même qui sont assez fondamentales entre les différents contextes culturels, géographiques, politiques, qui font que ce rapport fleuve-ville va éminemment varier. Et donc je vais parler aujourd'hui du cas bien précis de la ville de Hanoï et du rapport de la capitale vietnamienne avec le fleuve Rouge. Alors j'ai composé la présentation en deux grandes parties, avec une première partie qui permettra d'asseoir un peu le contexte, on va dire géographique et culturel de Hanoï par rapport au fleuve Rouge. Bon, on en a déjà parlé hier avec l'intervention de Sylvie Fanchette, donc je reviendrai un peu rapidement sur certains points. Et puis, toujours dans la première partie, voir un peu la place du fleuve dans certains grands projets de planification urbaine, notamment le schéma directeur pour la province de Hanoï et le schéma directeur qui a été réalisé pour la région capitale de Hanoï. Et puis dans la deuxième partie, je voudrais analyser, vous présenter un projet en particulier qui est développé par l'Institut d'urbanisme de la ville de Hanoï sur l'aménagement des berges. Voilà. Alors, pour commencer, bon, voilà la localisation du delta du fleuve Rouge dans le nord du Tonkin, du golfe du Tonkin, pardon, et puis cette carte-là qui montre un peu les conditions géographiques de ce delta avec la localisation de la province de Hanoï, on voit qui est quand même assez importante, en plein cœur du delta. Et en fait, ce choix de localiser Hanoï au milieu du delta correspond à plusieurs facteurs que je vais essayer de détailler, au moins 3 grands facteurs, où à chaque fois le rôle entre la ville et le fleuve va être important. Premièrement, installer Hanoï comme ça, la capitale, hein, donc au milieu du delta, on l'a vu, c'est placer la ville au milieu de la zone la plus productive de la région. Donc il y a une raison économique très très forte. Ça permet d'avoir un approvisionnement en eau, en nourriture, en marchandises de toutes sortes, de façon régulière. Et dans l'histoire des villes vietnamiennes, il y a eu des cas où le choix de la capitale n'a pas été judicieux sur ce plan-là. Et par exemple, la Walu, qui a été la capitale d'un empire, à un moment donné, a été abandonnée justement à cause de problèmes d'approvisionnement de la ville trop compliqués. Donc c'est un choix délibéré. On voit sur ces images, ce sont des images contemporaines, mais qui montrent un peu la situation historique de Hanoï avec le fleuve et l'embouchure de la rivière Tolik. Et on voit sur ces images que, en fait, le fleuve est vraiment l'autoroute qui permet de relier la capitale au territoire qu'elle administre et aussi d'approvisionner la capitale. Donc on voit la densité de bateaux et d'échanges qui ont lieu sur le fleuve et sur le réseau hydraulique. Donc en fait, le réseau hydraulique est considéré comme le réseau de communication économique pour la capitale, pour le fonctionnement de la capitale. Un deuxième facteur important du choix de la localisation de Hanoï dans le delta par rapport au fleuve, c'est un choix stratégique, la stratégie d'un empereur qui vient d'être
d'être couronné récemment, qui est en campagne militaire dans cette partie du pays, qui doit stabiliser et qui doit sécuriser, et donc qui décide, évidemment il y a des légendes sur une vision qu'il va faire lorsqu'il est en campagne à cet endroit-là, mais stratégiquement on comprend aussi l'intérêt de positionner Hanoï à côté du fleuve, au sud du fleuve, ce qui permet de protéger Hanoï des éventuels envahisseurs qui, dans l'histoire du Vietnam, viennent toujours du nord. Et là, on voit encore une image de la bataille de Bac Dang, qui en fait n'est pas tout à fait à Hanoï, mais plutôt du côté plus près de la mer, mais qui a été une victoire retentissante sur les envahisseurs mongols par la flotte fluviale, non pas la flotte navale, mais la flotte fluviale vietnamienne, qui est vraiment une grande fierté nationale. Après, le problème du fleuve, c'est que là encore commence cette relation un peu ambivalente, c'est que les envahisseurs occidentaux, eux aussi, sont venus par le fleuve, avec ces fameuses canonnières. On en voit ici une représentation, une gravure, qui sont en même temps des bateaux d'exploration du territoire, des bateaux commerçants, et puis on le voit ici avec le canon posé sur le toit, des bateaux qui permettaient d'attaquer les places fortes vietnamiennes. Et puis on a une représentation ici, et ça a été vrai pour Hanoï, mais pas seulement, pour toutes les villes qui sont en chapelet le long du fleuve Rouge et de ses défluents. Ici on a un plan de Nam Dinh avec le positionnement des canonnières qui ont permis de pilonner la citadelle. C'était vrai aussi à Hanoï, et donc de prendre les places fortes vietnamiennes. Enfin, le troisième élément... Pardon. Voilà, pardon. Ouais. Enfin, le troisième élément... Oh, pourquoi je ne veux pas rester celle-là? Le troisième élément qui va asseoir le choix de Hanoï à cet endroit-là, c'est un facteur plutôt spirituel, métaphysique, de la géomancie, qui va faire que le choix de Hanoï est considéré comme un site idéal pour l'implantation d'une capitale. Là, vous avez une représentation chinoise des géomanciens, qui sont des sortes en fait de premiers urbanistes en Asie, qui arpentent le territoire au moyen d'outils spécifiques, la boussole, les étalons de mesure, qui vont analyser le territoire, analyser... c'est ce qu'on appelle aussi le feng shui. Le feng shui en chinois, c'est le vent et l'eau. Donc l'eau a une importance primordiale dans les principes du feng shui. Et donc ils vont analyser les éléments du territoire, trouver les équilibres entre les forces telluriques et les forces cosmiques, et qui vont localiser des endroits sur lesquels l'homme peut s'installer en perturbant le moins possible cet équilibre entre forces telluriques et forces cosmiques. Alors un autre principe qui est complètement concomitant avec le feng shui, c'est celui de l'implantation d'une capitale royale. Aussi influencé de la Chine, avec, vous voyez ici, un petit schéma qui est un schéma qui correspond au rite des Zhou, qui date du IIe siècle en Chine, et qui a complètement réglementé la façon d'implanter les capitales chinoises, avec la première grande ville chinoise qui est Chang'an, ou Xi'an actuellement, et qui est la première capitale de la Chine comme empire, avec l'empereur qui se positionne comme fils du ciel, qui nomme la Chine Chine, c'est-à-dire empire du milieu, et qui positionne la ville de Xi'an au milieu de son royaume, avec une forme carrée, avec au milieu l'empereur, qui est vraiment le descendant de l'empereur du ciel. Et ce modèle-là donc, va influencer toutes les grandes capitales qui sont d'influence chinoise, donc y compris Hanoï, correspond à un carré, plutôt carré à 9 cases, avec la case centrale pour l'empereur. Et c'est un emboîtement de 3 enceintes successives, où on a le palais de l'empereur, on le voit ici pour Hanoï, le palais de l'empereur, la citadelle qui est la ville administrative, la ville militaire, mandarinale, et une troisième enceinte qui est la ville à proprement dit. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une représentation des géographes de l'empereur, des géographes vietnamiens de l'empereur, qui représentent la ville de Hanoï en 1883. Et on a cette représentation aussi par un géographe vietnamien, mais formé à l'école française aux méthodes occidentales de la représentation géographique, qui est à peu près contemporain de celle-ci, et qui nous montre une ville qui semble finalement complètement différente dans sa régularité, et aussi dans son rapport au fleuve. On le voit ici,
on retrouve bien les 3 enceintes successives de forme carrée, et on voit même que le fleuve fait un coude à angle droit. Enfin, on voit que on va tordre la représentation mentale de la ville pour qu'elle puisse correspondre au modèle souhaité, au modèle qui correspond au statut de la ville, celle d'une capitale. En réalité, sur ce plan donc, qui représente la ville avec les codes qu'on connaît, nous, de la géographie, à peu près en tout cas, on retrouve le palais impérial, on retrouve la citadelle avec sa forme régulière, ok. Par contre, la 3e enceinte qui est ici, elle est là. Et donc on voit qu'elle n'est pas du tout carrée et qu'elle ne correspond pas du tout à ce modèle mental. Et puis aussi, ce qui est fondamental dans cette représentation, on voit les bateaux sur le fleuve, mais on voit aussi que le fleuve, le rapport entre la ville et le fleuve n'est pas du tout de cet ordre-là. Et le fleuve, dans la représentation mentale, joue ce rôle aussi important pour l'équilibre et le symbole de la ville. Mais bon, voilà, en réalité, il est d'une autre largeur, d'une autre forme, etc. Donc voilà un peu les 3 éléments un peu contextuels sur ce rapport entre le choix d'implanter Hanoï à cet endroit-là par rapport au fleuve. Après, il y a d'autres éléments, évidemment, qui sont importants. On l'a dit hier matin, c'est que les fleuves dans leur delta sont des éléments mouvants. Et en fait, tant que le fleuve Rouge n'avait pas été endigué, il a beaucoup bougé sur son territoire. Et là, vous avez une carte qui représente ces différents mouvements du fleuve et l'implication que ça va avoir aussi sur la ville. Ça veut dire que ces mouvements du fleuve vont accentuer certaines dépressions topographiques et certaines surélévations. Et donc les dépressions vont devenir les lacs qu'on connaît très bien à Hanoï, hein, le lac Tai par exemple, le lac Hoan Kiem aussi, sont des restes d'anciens méandres du fleuve. Et à l'inverse, les surélévations qu'on va trouver par ici, vont être les lieux privilégiés pour pouvoir implanter la ville. Et alors ça, c'est pour ce qui est de l'aménagement vraiment dans la ville. Par contre, dans le delta, on l'a vu aussi, la société vietnamienne est une société fondamentalement agricole et donc a besoin d'aménager l'ensemble du territoire. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais la riziculture, qui est vraiment un des éléments fondamentaux de la civilisation vietnamienne, demande à ce que le territoire soit aménagé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler l'eau et contrôler les inondations du territoire, avec la création de grands casiers endigués, et donc avec les projets, enfin la nécessité d'endiguer complètement le delta. Là, on a une carte de 1943 qui montre justement les digues principales sur le fleuve Rouge, mais pas seulement sur son lit majeur, hein, aussi sur tous les défluents qui vont avoir un rôle important, principalement pour la riziculture. Et là, vous avez des coupes qui montrent justement les couches historiques de remblais successifs sur la digue, qui fait qu'on voit bien que cette digue est très composite. Elle a été, Sylvie parlait des digues comme étant des cathédrales. Ben, en fait, c'est vraiment comme une cathédrale qui a mis 200 ans pour être construite. Les digues aussi ont mis des siècles à être construites. Et en fait, le sont à chaque fois avec des événements critiques de crue, etc., où on va remonter le niveau de la digue. Alors, on l'a aussi un peu évoqué, les travaux de construction sur la digue ou d'entretien de la digue sont des travaux de corvée, souvent, qui font partie, dans les villages, en tout cas du delta du fleuve Rouge, qui font partie des travaux de mise en commun de l'activité des villageois, et qui est encadré dans ce qu'on appelle des conventions de village, qui sont des règlements, des lois internes au village qui va régler la vie sociale du village, mais y compris ces grands travaux d'entretien du territoire, du territoire hydraulique. Et là, et ça, c'est un système qui a perduré jusqu'à très récemment. Ça, c'est une photo des années 70 où on voit justement les travaux de maintenance de la digue, mais c'est un système qui a perduré la période coloniale et la période aussi collectiviste, où on a continué
à entretenir ces digues de façon, en tout cas, avec le travail des villageois eux-mêmes sur leur territoire qui concerne en fait leur commune. Alors ici, on comprend bien sur ce contexte global qu'il y a une longue tradition urbaine dans le cas de Hanoï, ce qui est assez rare en Asie du Sud-Est. Il y a en réalité très peu de villes anciennes ou qui ont perduré comme villes anciennes en Asie du Sud-Est. Hanoï est un cas un peu exceptionnel sur ce point, et donc le rapport entre ville et fleuve est quelque chose de très ancien dans la culture urbaine de Hanoï. Et puis, en même temps, sur le territoire rural, il y a aussi un lien un peu ambigu entre terre fertilisée par le fleuve et en même temps inondation très dangereuse, quasiment incontrôlable. Donc on comprend déjà que le lien entre le fleuve et l'occupation de l'homme est très ambigu, tant dans le monde rural que dans le monde urbain, dans le delta du fleuve Rouge. Alors, maintenant, on va aborder, justement le rôle du fleuve dans le schéma directeur de la ville de Hanoï. Hanoï connaît depuis une quinzaine d'années un accroissement urbain vraiment hyper important, avec une accélération très très forte donc, des dynamiques urbaines. Et avec surtout, ça s'accompagne d'un développement économique très important pour le Vietnam. Et en fait, ça va avoir une influence sur la relation ville-fleuve, où Hanoï est en train de réinventer complètement cette relation entre la ville et le fleuve. Et en fait, pour le moment, l'urbanisation de Hanoï se fait dans une vision très technicienne et progressiste, où actuellement, dans la tête des décideurs, des planificateurs, tous les problèmes, tous les dysfonctionnements ont une solution technique, et il faut trouver la solution technique pour pallier à ces dysfonctionnements-là. Mais on va voir que ça a un effet très très fort, alors, sans émettre de jugement de valeur, mais qui a quand même un effet un peu compliqué sur la façon dont on va intégrer le fleuve et dont on va gérer l'urbanisation du fleuve. Et cette nouvelle vision un peu techniciste aussi relaie un petit peu les différents éléments fondateurs que je vous ai montrés auparavant. Par exemple, le lien un peu spirituel qu'il peut y avoir au fleuve, etc., relaie en fait tous ces éléments issus de la géomancie à des superstitions plus qu'à des outils urbanistiques qui auraient pu être utilisés dans l'aménagement. Maintenant, ce qui va régler l'urbanisation, c'est des outils réglementaires, des lois importantes, dont le schéma directeur, qui est vraiment, en termes d'outils urbanistiques, l'outil majeur qui va dessiner la ville et puis en fait penser la ville à moyen terme ou long terme. Là, le dernier en date, c'est celui-ci, donc qui a été approuvé en 2011 et qui donne une planification pour la ville de Hanoï à l'horizon 2030 avec une vision un peu spécifique à 2050. C'est un document donc urbanistique qui va fixer les grandes orientations du développement spatial. Ça veut dire principalement l'usage du sol, les grandes infrastructures, les grands équipements. Ensuite, c'est un document qui est décliné en ce qu'on appelle en schéma sectoriel. Alors, premièrement, les schémas sectoriels, c'est des secteurs géographiques. Et là, c'est assez innovant sur ce document-là, parce que c'est la première fois que ces secteurs géographiques, pour l'aménagement sectoriel, ne correspondent pas strictement aux limites des districts administratifs. C'est-à-dire qu'avant, on faisait, après avoir fait le schéma directeur de la province, on le faisait district par district. Et ça avait une réalité administrative, certes, mais pas une réalité urbanistique ou géographique. Là, c'est la première fois que ces secteurs vont être définis par rapport à leur cohérence propre. C'est-à-dire qu'il y a un secteur pour le centre historique, un secteur pour la première couronne d'urbanisation, un secteur pour la ceinture verte, on va y revenir, un secteur par nouveau quartier, etc., etc.
Et puis après cette déclinaison donc par secteur géographique, il y a aussi une déclinaison par des secteurs qui correspondent à des grands domaines de l'action publique. C'est-à-dire qu'après ça, il va y avoir un schéma directeur socio-économique, un schéma directeur de transport, un schéma directeur d'assainissement, etc., etc. Alors, c'est un projet qui pour nous, est assez intéressant et assez innovant à plusieurs titres. C'est que, de façon générale, c'est une des premières fois aussi que les questions environnementales entrent vraiment dans la planification urbaine, avec justement une ceinture verte qui correspond au cours de la rivière Nuée, qui est une rivière importante pour Hanoï, un corridor vert qui va permettre, qui est en même temps un corridor normalement non construit parce qu'il correspond aux zones de décharge des inondations le long des vallées de la rivière Dey et de la rivière Tic, et qui va permettre donc du coup de créer une nouveauté aussi dans la planification des villes satellites qui vont être de l'autre côté de ce corridor vert. Et puis pour le fleuve en lui-même, une zone décidée inconstructible de part et d'autre du fleuve, y compris dans la partie la plus urbaine. Après, pour remettre un peu dans le contexte des différents schémas directeurs qui ont été faits depuis l'indépendance pour Hanoï, on les voit ici, c'est un peu petit, mais ça suffit pour voir une chose très importante qu'ont apporté ces différents schémas directeurs par rapport au fleuve, c'est justement le franchissement. Et ça va être quelque chose, un leitmotiv qu'on va voir dans tous les plans d'aménagement de Hanoï, où on voit ici quasiment le premier schéma directeur qui a été fait après l'indépendance au tout début des années 60, et jusqu'à très récemment, dans les années 90, où finalement la ville elle est pensée d'un côté du fleuve seulement. Et puis à partir de la fin des années 90 jusqu'à maintenant, où on voit qu'on va progressivement, enfin un peu même brutalement, sur un modèle plutôt de ville radioconcentrique. Et ça, c'est pas anodin aussi. À partir de ce schéma directeur-là, les partenaires étrangers qui ont participé avec les institutions vietnamiennes à la confection de ces schémas directeurs, ce sont les Japonais, les Coréens, qui ont une vision aussi progressiste et techniciste de la fabrication de la ville, et qui ont véhiculé aussi cette idée de trouver des solutions techniques aux différents problèmes environnementaux. Et donc, cette vision aussi, qui est complètement abstraite de ville radioconcentrique, va s'appliquer aussi de façon complètement abstraite. Et ça veut dire que ça va nécessiter quoi ? Nécessiter la construction d'ouvrages très importants, les ponts, etc., qui sont des ouvrages aussi extrêmement coûteux, mais qui ont fonctionné dans certaines grandes villes asiatiques. Par exemple, pour la ville de Séoul, qui a été un modèle pour le dernier plan d'aménagement de Hanoï, il y a plus d'une vingtaine de ponts sur un tronçon équivalent à Hanoï, sur lequel il y a 5 ponts. Et donc, évidemment, on va pas vivre cette dualité de la ville des deux côtés d'un fleuve avec autant d'infrastructures, sans compter les tunnels, que je ne sais même pas combien il y en a. Voilà, donc ça, c'est un modèle. Maintenant, je voudrais m'arrêter un petit peu sur les questions de mobilité, justement, urbaine, parce que ce modèle radioconcentrique va être majoritairement porté par les infrastructures de transport. Et là, vous avez donc une des déclinaisons du schéma directeur sectoriel, donc dans le secteur des transports publics. Et là, vous avez donc le projet à l'horizon 2030 de métro pour Hanoï, donc de transport public. Et on voit bien qu'on est dans un modèle qui est de plus en plus radioconcentrique, avec, on le voit aussi, la multiplication des ponts sur le fleuve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on compare justement le plan projet avec, ça c'est un document qu'on avait fait il y a quelques années déjà, mais avec la réalité des projets de métro. C'est-à-dire que là sont représentés les projets. Alors vous remarquerez que les dates sont complètement glissées de plusieurs années, mais là ce sont tous les projets qui sont soit en chantier, soit à l'étude,
soit avec déjà un financement. En fait. Donc ça veut dire qu'à un horizon plus ou moins proche, vont voir le jour. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le rapport au fleuve? C'est qu'on a un seul projet qui traverse cette ligne-là. Et d'ailleurs, ça a été des questions de débat hyper importantes parce que, en fait, cette ligne 1 va être la ligne qui va remplacer à terme le chemin de fer à l'intérieur de la ville. Et donc, la grande question, c'était le pont. On va revenir sur cette histoire de pont. Mais évidemment, c'est un investissement énorme sur une ligne de métro que de créer un nouveau pont sur le fleuve. Et alors, voilà. Alors, maintenant, comment on peut expliquer justement cette différence entre ce modèle radioconcentrique idéal pour les transports et cette réalité des projets? Ben, en fait, déjà, première chose, c'est que le territoire qui est censé être urbanisé avec la vision du schéma directeur n'est actuellement pas aussi homogènement urbanisé. Et donc, pour l'instant, la ville est quand même majoritairement d'un seul côté du fleuve. Donc, l'urgence de la desserte des transports en commun est plutôt d'un seul côté du fleuve que des deux côtés. Et puis, deuxièmement, c'est le coût énorme des infrastructures supplémentaires nécessaires pour traverser, donc qui fait que les lignes qui vont traverser sont loin d'être les lignes prioritaires. Alors, on parle actuellement aussi beaucoup de l'augmentation phénoménalement croissante du nombre de voitures en ville. C'est vrai à Hanoï, c'est vrai à Ho Chi Minh Ville, c'est vrai dans presque toutes les grandes villes du Vietnam. Ça pose de nouveaux problèmes, mais c'est vraiment la mobilité urbaine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre en même temps que la planification urbaine et la croissance urbaine. Et en fait, le développement principalement des voitures, mais aussi des différents modes de transport, normalement est censé permettre aux gens d'avoir une plus grande distance entre leur lieu de travail et leur lieu de vie, enfin leur lieu d'activité, c'est-à-dire ça peut être l'école, le travail, le loisir, etc., et leur lieu de vie, sans pour autant augmenter les temps de distance. Et c'est pour ça en fait que les schémas directeurs de Hanoï, enfin les plans d'urbanisme, se font sur des territoires de plus en plus grands, de plus en plus larges, parce que justement on est dans cette pensée-là que finalement la mobilité ne va pas être un problème, enfin va pas être handicapante. Et on sait bien aussi que ce vœu un peu pieux pour Hanoï a quand même des limites importantes. Déjà, l'extension sur le territoire agricole, qui pose quand même un véritable problème. Là aussi, Sylvie Fanchette connaît bien aussi ce problème-là. Ça veut dire expropriation des terres agricoles, modification de l'usage du sol, de la fonction du sol. C'est des problèmes socio-professionnels de reconversion des paysans. C'est des problèmes d'investissement sur les grandes infrastructures à mettre en œuvre, etc. Et puis, en ce qui concerne précisément la voiture en ville, c'est aussi, là pour le coup, en tant qu'urbaniste, c'est des problèmes nouveaux qui apparaissent, stationnement, embouteillage, etc., etc. Donc c'est une vision un peu progressiste qui se veut ultramoderne, mais qui en réalité dysfonctionne énormément pour l'instant. Et en fait, ce changement, pour comprendre un petit peu d'où vient ce type de mise qu'on fait quasiment que sur la voiture, on peut remonter un petit peu à la période coloniale pour essayer de comprendre d'où ça vient, et notamment avec le développement d'abord du chemin de fer, où on voit ici le plan du réseau dans le Tonkin du chemin de fer. Le chemin de fer, au Vietnam, il apparaît pas pour relier Hanoï à Saigon, mais plutôt pour relier Hanoï au sud de la Chine. Et là, on voit qu'on est dans une vision, c'est exactement la même vision colonialiste, exploratoire, des premiers colons français venus arriver au Tonkin. Les Français sont arrivés, il faut vous rappeler quand même que les Français sont arrivés d'abord par le sud en essayant de remonter le Mékong pour accéder aux richesses du sud de la Chine. On le voit ici d'ailleurs, c'est cuivre, houille, soie, thé, etc., etc.
sont aperçus qu'on ne pouvait pas remonter le Mékong, ont continué de remonter la côte, sont arrivés au delta du fleuve Rouge et ont essayé de remonter le fleuve Rouge exactement de la même manière pour accéder aux richesses de la Chine. Et ça ne fonctionnait pas non plus par voie maritime, et donc le train a été développé exactement dans cette même vision. Essayer donc de remonter... donc c'est une vision... Enfin, il faut comprendre ça dans une vision très colonialiste de l'aménagement du territoire. Et la construction du pont, il y a des bâtiments qui ont été construits à Hanoï spécifiquement faits pour que le pouvoir colonial montre sa supériorité. C'était comme ça. Et en fait, l'introduction du chemin de fer, et spécifiquement ce pont-là, c'est la même chose, mais d'un point de vue technologique. C'est-à-dire que c'était vraiment une volonté de montrer la supériorité occidentale, la supériorité technologique occidentale dans un système colonialiste. Il faut le remettre dans ce contexte-là. Alors cette photo-là est intéressante aussi parce qu'elle montre que finalement, pendant un certain temps, plusieurs systèmes ont fonctionné en même temps. Le chemin de fer, là on le voit, hein, avec des marchandises qui sont plutôt là au bord du fleuve pour être véhiculées par le fleuve, et puis en arrière-plan, le train qui est lui le symbole de la modernité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un changement complet de paradigme de mobilité. C'est-à-dire que, on l'a vu avant, la mobilité, avant l'arrivée des Occidentaux, elle se fait par le fleuve, elle se fait par voie fluviale et maritime, et avec l'arrivée du train, et ensuite de la voiture, les transports sont maintenant des transports terrestres. Et ça va changer complètement aussi la façon de penser l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire. Alors voilà, ça c'était une illustration pour rappeler justement cette volonté d'asseoir la supériorité technologique. Le pont, c'est devenu vraiment un symbole, c'est devenu vraiment le symbole de ce nouveau paradigme d'aménagement du territoire et nouveau paradigme de mobilité de l'époque française, en montrant ce qu'on sait faire. D'ailleurs, il y avait des textes de géomanciens vietnamiens qui étaient extrêmement étonnés que les ingénieurs français aient réussi à passer le fleuve sans déranger le dragon qui y sommeille et les esprits qui étaient au fond du fleuve en plantant des piles dans l'eau. Donc on voit bien que c'était vraiment le pont, c'est quelque chose, à l'époque c'était du high-tech, quoi. C'était vraiment de l'innovation, ça voulait dire accessibilité partout, la grande vitesse, la modernité, etc. Maintenant il est vu comme un élément du patrimoine, mais il faut bien comprendre que c'était vraiment un élément hyper innovant à l'époque. Et je voulais vous montrer cette photo-là aussi parce que celle-ci, c'est assez intéressant parce qu'on voit à l'arrière-plan, donc le pont. Le pont, c'est aussi le symbole de la maîtrise du fleuve. Hein. Ça veut dire qu'on peut maintenant le traverser, on peut maîtriser un peu les eaux, etc. Et puis au premier plan, la station d'essence. Et là, c'est l'arrivée de la voiture en ville, avec la station d'omnibus, qui permet aussi d'irriguer le territoire par la route. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici à un endroit à Hanoï qui est très connu, hein, c'est la gare de bus de Long Bien. Juste à côté, il y a une gare de train, et donc on est déjà aussi dans les prémices de l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on a une gare de train ici, la gare de bus, et puis on a les chauffeurs de pousse-pousse qui attendent les clients, exactement comme on a les CEOM qui attendent actuellement les clients à la gare de bus de Long Bien. Alors la voiture aussi, la voiture en ville, ça veut dire aussi des nouveaux équipements. Les garages, les concessionnaires, les stations essence, le parking, etc. C'est toutes des choses qui arrivent en même temps que la voiture en ville et qui changent aussi la physionomie de la ville. Ces nouveaux engins qui arrivent, en fait, ont besoin d'équipements, on l'a dit, mais aussi ont besoin de routes, de rues, de façon toute particulière. Et là, joue à plein le génie aussi urbain français. Là, vous avez une carte des grandes routes proposées pour l'aménagement de Hanoï. Et les grandes routes proposées, les grandes rues et les grandes routes,
qui était mais typique vraiment de l'urbanisme français. C'est quoi? C'est des rues très très larges, avec des arbres et avec des trottoirs très larges. Et en fait, ça aussi c'est intéressant, c'est que c'était typique de l'urbanisme français, c'est devenu typique de l'urbanisme de Hanoï maintenant. Et puis on le voit sur certaines autres coupes, hein, quand il y a un transport en commun, une voie dédiée pour les transports en commun, qui était à l'époque le tramway. Ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est que le franchissement du fleuve, évidemment, est important avec le pont Longuebienne, enfin, ancien pont Paul Doumer, mais reste l'exception pour l'instant. C'est-à-dire que à cette époque-là, évidemment, la ville est plus développée d'un seul côté et le train passe par là, non pas pour desservir des quartiers urbains, mais pour aller vers la Chine et vers le port, vers Haiphong. On va revenir sur cette idée-là. Alors revenons sur des plans plus contemporains et justement sur cette notion de ville qu'on veut radioconcentrique. Ça, c'est un plan qui vient non pas du schéma directeur actuel, mais du précédent, qui a été le premier à avoir cette idée de modèle radioconcentrique. Et on le voit avec quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi le premier à mettre en œuvre cette idée de ceinture verte autour de la ville. Mais on voit que cette idée de ceinture verte, elle est complètement artificielle aussi. D'ailleurs, quand on confronte dans ce même schéma directeur les propositions d'extension de la ville, les propositions d'aménagement, qui sont pour le coup hyper claires, c'est-à-dire le long des grands axes de communication, on voit que ces grands axes de communication et l'urbanisation qu'il va supporter perforent un peu partout cette ceinture verte et donc annulent de fait aussi cette fonctionnalité de ceinture que normalement ont les ceintures vertes. Donc on voit que ce sont des modèles un peu abstraits qui sont parfois plaqués comme ça par les urbanismes et qui ne correspondent pas du tout à la réalité des territoires. Alors ce modèle, ça c'est le plan, le schéma directeur actuel sur la partie centrale de la ville. Et donc ce modèle radioconcentrique joue à plein aussi, hein, on le voit bien. Avec ça, c'est la ville à peu près existante et puis tous les nouveaux quartiers qui sont planifiés complètement de façon circulaire tout autour du noyau central. Ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'il y a une sorte d'adaptation un peu plus aux éléments existants. Je reviens en arrière ici, par exemple, la rivière d'Ay, qui est ici, elle est partiellement comprise dans cette ceinture verte. Tout le reste est plus ou moins artificiel. Ici, la rivière d'Ay, elle est vraiment complètement inscrite dans un corridor vert, qui est donc plus la forme de ceinture. Et puis ici, la rivière Nuée est elle aussi le support d'une bande verte qui va permettre de séparer deux phases de l'urbanisation de la ville. Et puis on voit aussi que certains endroits, secteurs humides, notamment entre l'aéroport et le fleuve, sont conservés et pris dans une grande masse verte qui est un petit peu difficile à identifier. Voilà, donc pour synthétiser un peu ce rapport entre la géographie et la planification urbaine dans ce schéma directeur, vous avez cette carte qui représente un peu les propositions des grandes infrastructures routières du schéma directeur, et puis le réseau hydraulique. Et là, on voit bien que ça fonctionne pas tout à fait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a deux modèles qui sont superposés et qui fonctionnent pas en fait, qui fonctionnent pas ensemble. On voit ici le modèle radioconcentrique prenant la citadelle comme point central, qui peut avoir un intérêt, mais qui va demander énormément de construction de ponts, etc. Et puis on voit bien que l'orientation du territoire, lui, n'est pas du tout dans cette forme radioconcentrique, mais plutôt sur un axe nord-ouest-sud-est, qui est très très fortement marqué par le fleuve, par ses défluents. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est sur le schéma directeur régional pour la grande région de Hanoï. Déjà,
Ça, c'est une expérience, enfin, c'est une histoire qui a commencé en 2006-2007, où le ministère de la Construction du Vietnam a voulu se doter d'un schéma directeur régional. Alors, on l'a évoqué hier, en réalité, il n'y a pas de région administrative au Vietnam. Il y a des provinces, et puis c'est tout. Et donc là, c'est complètement piloté par l'État. Et puis il y a un steering committee, donc un comité de gestion qui est fait avec les 10 provinces, enfin Hanoï et les 9 provinces environnantes de Hanoï pour penser son développement en commun. Mais c'est un peu top-down, hein, c'est un peu imposé par l'État, et donc c'est vécu de façon très très différente d'une province à l'autre. Bon, il s'avère que donc il y a eu un premier schéma directeur régional qui a été fait. La région Île-de-France avait déjà participé et aidé le ministère dans la réalisation de ce schéma directeur régional. Et puis en 2008, la province de Hanoï a absorbé la province voisine, a changé complètement sa superficie, x3, donc c'est pas rien, c'est vraiment important. Et puis en 2011, donc le schéma directeur de la province de Hanoï a été approuvé sur cette nouvelle limite, 3 fois plus grande que précédemment. Donc du coup, ça a demandé une révision complète de ce schéma directeur régional qui a été faite par l'Institut d'urbanisme du Vietnam avec l'aide de l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France et qui a été approuvé récemment en fin 2015 ou début 2016. Et la demande spécifique de l'Institut d'urbanisme, c'était de travailler sur les infrastructures et sur le développement socio-économique. Donc on voit que, encore une fois, les infrastructures sont quelque chose qui est moteur dans la planification urbaine. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une des premières fois où le schéma directeur, donc le plan général d'aménagement, ne fixe pas les choses, parce que la demande, quand on l'oriente vers les infrastructures, etc., c'est, en gros, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est où vont passer les nouvelles autoroutes, où vont être implantées les nouvelles usines, etc., etc. Et là, c'est la première fois que le plan est plus de l'ordre de la stratégie de développement que de fixer les différents éléments. Donc on le voit, ça c'est des choses qui ont été vraiment reprises sur le SDRIF, c'est-à-dire le schéma directeur qui a été fait pour la région Île-de-France, où on va plutôt penser les continuités paysagères, les continuités urbaines, les axes de développement, ou ici le triangle de développement entre Bac Ninh, Viet Chi et Hanoï. Et on ne va pas forcément donner tout de suite les formes urbaines que ça va prendre ou les outils urbanistiques qu'il va falloir mettre en œuvre, mais on va d'abord penser la stratégie de développement. Après, là on le voit, hélas ici, on voit aussi quand même que principalement quand même l'urbanisme il est pensé sur les connexions entre les différentes zones urbaines ou les zones de développement, et encore une fois le fleuve ne semble pas vraiment structurant sur ce plan d'aménagement. Alors c'est intéressant quand on le confronte à quelques cartes. Ici, c'est une carte qui localise les différents villages ou groupes de villages de métiers qui sont sur le territoire du delta et qui, eux, sont structurés par le réseau hydraulique. Ça c'est intéressant parce que c'est justement le développement socio-économique et industriel du schéma directeur se veut en rupture avec ce qui se fait actuellement. C'est pour ça aussi qu'on comprend que finalement ce semi de village intervient pas vraiment dans le plan directeur. À mon avis, c'est un peu ambivalent, ça a deux sens aussi, mais l'avenir des villages de métiers, qui est une sorte de proto-industrie pour le delta, est très ambivalent. Il y a d'une part les villages de métiers qu'on appelle traditionnels, métiers traditionnels. Ça, on va essayer de les développer dans une vision touristique de la mise en valeur de ces villages, avec tous les risques que ça comporte, hein, folklorisation, perte d'une certaine identité, etc., etc. Et puis les villages vraiment industriels sont censés disparaître progressivement pour une industrialisation plus officielle, plus encadrée.
Ça, c'est une autre carte aussi intéressante qui montre l'implantation des industries actuelles dans le delta. Et on voit bien celles qui sont en orange, là, sont en fait celles qui correspondent justement à un corridor qui se dessine, qui est très très fort en réalité pour comprendre l'urbanisation et l'industrialisation du delta. C'est le corridor Hanoï, Haizhou, Haiphong, qui en fait remonte même beaucoup plus haut vers Halong et les grandes mines de charbon de Kampha. Et donc on voit aussi, mais même là c'est intéressant dans le reste du delta, on voit aussi que même l'industrie, elle, enfin en tout cas actuellement, est quand même relativement structurée en termes géographiques par les cours d'eau, le fleuve et les défluents. Et alors, voilà, ce qui est intéressant en tout cas, dans l'analyse de la grande région, c'est qu'en termes de développement, il y a quand même vraiment l'axe très très fort Hanoï, Haizhou, Haiphong, qui est vraiment une structure de développement urbain et de développement économique, qui n'est pas sans rappeler aussi un des grands projets qui a été fait pour le Grand Paris. Donc là, je fais une petite parenthèse, mais quand même qui est assez intéressante. Le projet du Grand Paris, c'est le président français qui demande à 10 grandes agences d'architecture très très connues de faire des propositions pour redynamiser Paris et pour redynamiser la région Île-de-France en fait, hein, un peu plus large que la ville de Paris. Et il y a une agence, l'agence d'Antoine Grimbach, qui propose de développer Paris, Rouen, Le Havre. Et pourquoi? Exactement sur les mêmes idées. Enfin, je veux dire, c'est pas Hanoï qui a copié Paris ou Paris qui a copié Hanoï, mais pourquoi? Parce que la capitale a besoin d'avoir un rapport à la mer. On l'a vu, on en a parlé aussi hier. Hein, c'est pour intégrer la ville dans les corridors économiques, sur les routes marchandes, maritimes, etc., qui sont extrêmement importantes en Asie du Sud-Est. En France, c'est pareil. Hein. Le Havre, ça peut être considéré comme le port de Paris. En tout cas, c'est ce qui va donner accès aux routes maritimes européennes qui sont aussi extrêmement importantes. Et donc, l'idée d'Antoine Grimbach, c'est de dire le support de développement doit être la vallée de la Seine, développement des nouvelles infrastructures, de l'économie, etc. Et de créer une sorte d'identité, de reconnaissance, en tout cas, pour l'ensemble de ce territoire, appartenant à la vallée de la Seine. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui ont été présentées plusieurs fois, que je ne l'ai pas dit, mais en fait, la façon dont l'IMV, dont nous sommes intervenus sur ces projets, c'est pas des projets qu'on a monté, enfin en tout cas le projet sur les berges du fleuve Rouge, sur lequel on était prestataire avec eux. Au contraire, on était plutôt une assistance technique, où on a fait de la formation avec des universités françaises, on a fait de l'expertise de projet, on a fait aussi la participation à des colloques, où on a présenté notamment ce grand projet Paris-Rouen-Le Havre. Alors voilà, pour entamer la deuxième partie, donc je vais maintenant vous parler de ce projet spécifique qui a été fait en 2014-2015 par l'Institut d'urbanisme de Hanoï, le centre numéro 4 de l'Institut d'urbanisme, qui est une étude sur le fleuve, sur les aménagements des berges du fleuve Rouge. Et cette étude, on le voit un peu ici, part du pont. Voilà, la carte est un peu à l'envers hein, pour aller dans le sens du fleuve, et qui part ici, donc qui est normalement au nord du pont Tuong Kat, jusqu'au pont Ngoc Hoi au sud, qui sont des ponts que vous ne connaissez pas parce que c'est des ponts qui n'existent pas encore, mais qui sont planifiés dans le schéma directeur de Hanoï. Ce qui est intéressant, c'est que moi, à mon sens, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une étude. Alors, c'est pas une étude universitaire, hein, c'est vraiment une étude opérationnelle en vue de monter un projet. Mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une étude qui prend en compte le fleuve Rouge sur l'ensemble de son bassin versant. Alors, cette notion de bassin versant, c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de véhiculer à travers les conférences et les formations. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment revenu très fort dans l'étude.
où on voit bien que le fleuve Rouge, on en a déjà parlé un petit peu hier, mais c'est pas un fleuve hyper long, 1125 km, qui part de la Chine, mais qui est très, Sylvie le disait, qui arrache beaucoup de terre, parce qu'en fait il part de très haut, la source est à 1700 mètres, et très rapidement descend vers son delta, qui commence ici à Viet Chi. Et puis donc on se retrouve donc à l'origine avec une largeur de 20 mètres. À Lao Cai, lorsqu'on entre au Vietnam, c'est une largeur de 200 mètres, donc ça correspond à peu près à la Seine à Paris. Et puis quand on arrive à Hanoï, on a une largeur de 1,2 km jusqu'à parfois 6 km de large. Donc là, on est dans quelque chose d'autre, vraiment. Et puis ce qui est intéressant aussi parmi les données sur le fleuve, c'est on voit l'importance de l'étiage du fleuve, c'est la différence entre les eaux hautes et les eaux basses, où le débit, la variation du débit est énorme, qui peut passer de 700 mètres cubes secondes dans le débit minimum à 30 000 mètres cubes secondes débit maximum, donc c'est fois 40 et quelques, donc c'est quand même extrêmement important. Et puis, ça vient d'une autre étude qui est préliminaire, qui a été faite, mais qui montre aussi, pour revenir sur cette histoire de bassin versant, des choses qu'on a évoquées hier. Ce sont les barrages, avec en rouge les barrages existants sur le fleuve, et puis en vert les barrages qui sont projetés sur le fleuve. Et puis, on voit bien aussi la différence majeure qu'il y a entre les projets en Chine et les projets au Vietnam, en amont du fleuve, et la multiplication des barrages soit directement sur le fleuve, soit sur les affluents, mais qui vont avoir une incidence énorme sur le delta en termes de débit. Le problème, c'est que dans cette étude urbanistique, c'est présenté comme étant ah ben voilà, depuis qu'on a construit des barrages sur le fleuve, il y a moins d'inondations, il y a moins d'eau dans le fleuve, et donc les berges sont potentiellement urbanisables. Et donc du coup, le rôle de la digue devient dans le mental mais même du maire, même les réflexions du maire disaient du coup, s'il n'y a plus de risque d'inondation, peut-être qu'on peut urbaniser un peu plus la partie du fleuve. Voilà, donc du coup, c'est vrai que les décideurs, les urbanistes, les politiques ont besoin d'avoir accès à des informations, mais la façon dont les informations sont interprétées ne sont pas toujours exactement celles que les chercheurs auraient comme conclusion. Alors, il y a eu, avant que le WUPI ne développe ces projets, il y a eu d'autres projets développés, notamment un projet avec les partenaires sud-coréens. Je ne vais pas m'étaler sur ce projet-là, parce que déjà c'est un très mauvais projet, et puis qui a été révisé plusieurs fois. Mais là on voit une image un petit peu avec des hors d'échelle hallucinants sur ce qui était prévu pour la ville de Hanoï. Et en fait, le problème, on le voit ici, avec des tours énormes dans la partie proche du centre-ville. On comprend que ces terrains proches du centre-ville ont un intérêt financier, je veux dire, à urbaniser ces terrains, parce qu'on est vraiment dans la ville. Par contre, une des choses qui n'avait pas été complètement anticipée de la part des partenaires coréens, c'est que dans cette bande de terre, il y a 200 000 personnes qui habitent. Et en fait, on ne peut pas déloger 200 000 personnes aussi facilement, surtout au Vietnam. Et donc, il y avait cette pensée comme si... c'est un projet qui date de 2008, comme si c'était des terrains facilement utilisables. Il s'avère que ce projet donc, a complètement été abandonné, d'une part, parce qu'il y avait ces problèmes-là qui n'étaient pas du tout résolus, et puis d'autre part, c'est qu'il y a eu la crise économique en 2009, et c'était un projet qui était censé faire venir des investisseurs coréens sur ces terrains-là, des investisseurs immobiliers. Or, ça reste quand même... déjà, il y a eu la crise, et puis ça reste quand même des terrains qui sont plus difficiles
à urbaniser que les autres terrains proposés en périphérie de la ville. Et la différence avec des villes comme Séoul, c'est qu'ils sont contraints par la géographie, ils sont dans la montagne. Ici, à Hanoï, il y a plein de terrains plats autour. C'est beaucoup plus facile quand même d'exproprier, hélas, les terres agricoles que ces terrains-là. Donc, du coup, c'est quand même un petit peu compliqué d'attirer les investissements ici. Et puis, ça, c'est les éléments qui ont été repris du schéma directeur dans l'étude spécifique du WUPI. Et en fait, on va revenir un peu après sur ces questions-là. Donc voilà en fait Hanoï, et puis si je superpose, là on a juste les limites de l'étude du WUPI, enfin de l'Institut d'urbanisme, et puis les limites de l'étude coréenne. Alors l'étude coréenne, au début, elle était jusqu'ici, et puis justement, comme c'était un gros point noir, en fait, dans leur révision, ils ont décidé juste de se déplacer un petit peu. Comme ça, comme il y avait un problème à un endroit, bon, on intervient à côté, là où il n'y a pas de problème. Ça résout tous les problèmes. Voilà, alors, voilà une présentation voilà, une image globale donc, de ce plan d'aménagement en fait, pour le fleuve. Qu'est-ce qu'on remarque d'intéressant? Il est déjà dessiné sur une ville qui correspond à la vision du schéma directeur, donc comme si tous ces quartiers périphériques étaient déjà construits. On remarque quand même que l'idée de ceinture verte le long de la rivière Nué, en fait, ça ne veut pas dire un espace non bâti. Ça veut dire un espace où il n'y a pas il y a une faible densité, où il n'y a pas de tours, de bâtiments à grande hauteur, mais c'est pas forcément un espace non bâti. Par contre, après, si on regarde un peu plus ce qui se passe dans la partie centrale, on voit que le projet donc à la coréenne avec des grandes tours, etc., a complètement disparu. Sur cet élément-là. Et puis on va détailler un peu quelques éléments intéressants de ce projet. Notamment, un des éléments intéressants, c'est les connexions sur les deux rives du fleuve, qui ne sont pas forcément que faites par des ponts, mais parfois des connexions qui sont des connexions urbanistiques ou visuelles. C'est le cas notamment entre le lac Tai et l'ancienne citadelle de Koloa, qui est à 5-6 km du fleuve, on le voit ici, qui est comprise dans une sorte de continuité visuelle, demandant en tout cas d'avoir un endroit moins dense que les autres, pas de bâtiments de grande hauteur, etc., pour essayer de créer cette connexion. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va devenir aussi une sorte de principe tout au long du fleuve, c'est-à-dire que quand il y a des opportunités qui sont souvent liées à des éléments patrimoniaux ou des éléments paysagers, on va essayer de créer des connexions de part et d'autre du fleuve, mais à l'échelle du grand territoire, du grand paysage. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui était complètement absent de l'étude coréenne, par exemple, qui était strictement limitée à la partie endiguée du fleuve. Donc il s'agit bien d'intervenir sur la partie endiguée, mais d'essayer de l'intégrer et de la comprendre dans un territoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Ça, c'est quelque chose d'assez innovant aussi dans les projets d'urbanisme vietnamiens qui, la plupart du temps, sont vraiment cantonnés à la parcelle ou à la portion de territoire qui leur est dédiée. Alors après, après il y a une analyse donc relativement fine, en tout cas du territoire, avec une analyse du système de digue en fait qui n'est pas du tout si facile que ça et si clair que ça. C'est-à-dire qu'il y a une digue principale et puis après il y a plusieurs digues secondaires, des digues tertiaires, etc. Et donc l'idée majeure qui vient d'ailleurs aussi des projets précédents, hein, les projets coréens fonctionnaient aussi sur ça, c'est de dire que s'il y a moins de risques, alors entre la digue secondaire, qu'il faut peut-être renforcer si elle existe déjà, et la digue principale, ce sont des terrains qu'on peut urbaniser. Et entre la digue secondaire et le fleuve, c'est des terrains qu'on ne va pas urbaniser. Donc là, ce qu'on voit, c'est principalement sur les terrains à urbaniser.
dans ce secteur-là. Et ils sont divisés en trois secteurs spécifiques. Les terrains à rénover. Donc là, c'est tout ce qui concerne justement cette bande de terre entre le fleuve et la ville, mais côté quartiers centraux. Des secteurs complètement à exproprier et à ne pas bâtir. Ça correspond à des secteurs qui sont actuellement occupés, mais qui sont dans la zone à risque. On voit que c'est beaucoup plus faible que les autres. Et puis des secteurs à urbaniser, notamment ici, là, à quelques endroits, qui sont justement ces secteurs entre la digue principale et la digue secondaire, qui sont des nouvelles opportunités foncières. Et donc, voilà un détail de 3 quartiers majeurs qui vont être vraiment les quartiers prioritaires pour l'urbanisation, où on voit bien, par exemple, on voit bien ici qu'on va renforcer la digue secondaire. D'un côté, entre digue secondaire et digue principale, on va construire, et de l'autre côté, ça va être des terrains non constructibles. Ça pose quand même plusieurs questions. D'une part, encore une fois, la question du modèle économique, c'est-à-dire que même si ces terrains-là ont un intérêt de localisation géographique, ça reste quand même des terrains un peu plus compliqués à urbaniser que les autres. Le risque, même s'il est diminué, il existe quand même. Donc est-ce qu'il va y avoir des investisseurs qui vont être prêts à payer les surcoûts pour avoir une architecture qui va accepter les inondations, par exemple? C'est des questions qui sont très très récentes. Il y a quelques mois, le ministère de la Construction, avec l'Institut d'urbanisme national, a organisé un colloque justement sur l'architecture amphibie, sur l'architecture qui fonctionne avec les inondations, mais c'est vraiment extrêmement nouveau. Et puis l'autre question, c'est sur tous ces espaces qui ne sont non bâtis, mais qui sont pensés comme des grands parcs publics, des grands parcs urbains, où là aussi, ça pose des vraies questions sur la faisabilité de ce type de projet. D'une part, il y a une question liée au fleuve. On l'a vu sur la variation du débit, c'est-à-dire que quand ces eaux sont en eau, ok, on peut avoir un projet spécifique, mais lorsqu'il n'y a pas d'eau, comment va s'adapter le projet? Je rappelle aussi que le fleuve s'appelle le fleuve rouge à cause des limons, donc ça veut dire que c'est un fleuve qui est très très chargé, donc ça veut dire que quand les eaux se retirent, c'est plutôt de la boue et des terrains très très difficiles à exploiter pendant la saison sèche. Donc comment exploiter ce jardin, comment maintenir des espaces publics aussi énormes, en sachant que les pouvoirs publics ont relativement peu de moyens, et que trouver un investisseur privé, tous les investisseurs privés qui interviennent au Vietnam sont dans une mentalité de rentabilité à très très court terme, etc. Comment trouver un investisseur privé qui soit OK pour investir sur un parc public difficile à rentabiliser? Voilà, donc tout ça, c'est des questions qui se posent sur ces aménagements. Ceci dit, quand on analyse un petit peu sur le pourtour du fleuve, la façon dont on va localiser les endroits urbanisés, les endroits à conserver en parc urbain, à conserver en parc d'usage mixte ou alors en réhabilitation du milieu naturel, etc. C'est assez logiquement fait, c'est-à-dire que c'est quand même plus ou moins localisé quand même au bon endroit. L'étude est assez fine, mais ça pose des problèmes quand même sur la faisabilité des projets plus concrets. Donc là, vous avez tous les points qui sont des localisations justement des projets concrets avec cette typologie-là, qui est parfois de l'urbanisation, mais parfois du renforcement de la biodiversité dans les secteurs les plus éloignés de la ville, etc., etc. On le revoit aussi très clairement sur cette diapositive qui montre en vert donc les secteurs où on va prioriser les écosystèmes, la réhabilitation du milieu naturel, etc. Les secteurs qu'on va tenter d'urbaniser, et puis le secteur très central qui est quand même un point aussi particulièrement compliqué à gérer. Donc dans le secteur central, voilà, on voit aussi tous les différents projets sur l'île, le rapport au fleuve, le rapport à la ville, etc. Et encore une fois, c'est plutôt intéressant, mais le problème c'est que souvent les références internationales utilisées sont des références qui fonctionnent sur des fleuves qui n'ont pas cette variation de niveau très important, qui n'ont pas cette charge en limon très important. Et donc
on va dire entre guillemets, plus facile de se tourner vers le fleuve et d'avoir ce genre d'aménagement. Le fleuve Rouge, c'est un fleuve quand même compliqué, et c'est pour ça que la ville ne s'est jamais tournée vers le fleuve. Donc, vouloir retourner la ville vers le fleuve maintenant, dans le secteur vraiment urbain, c'est sans doute intéressant, mais sans doute pas aussi facile que dans d'autres villes, en tout cas hélas, dans les villes qui sont utilisées comme des références pour le projet vietnamien. En ce qui concerne les autres secteurs, donc plutôt les secteurs où on va essayer de développer la biodiversité, de l'agriculture biologique, etc., ça c'est intéressant, c'est vraiment ce qu'on attend, enfin ce qu'on fait maintenant dans beaucoup de villes dans le monde. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, par contre, encore une fois, dans la façon de référencer le projet, c'est que et là, les urbanistes ont choisi des images qui sont venues d'ailleurs, alors qu'on veut bien que ça fonctionne, on voit bien que ça pourrait fonctionner, et on le souhaite d'autant plus, c'est que ça fonctionne comme ça actuellement. Et donc c'est bien dommage d'avoir été chercher des images à l'autre bout du monde, alors qu'actuellement, c'est dommage aussi pour moi, je suis désolé, j'ai pas fait de photos pour vous montrer ça, mais sur les petites parcelles, actuellement, il y a du maraîchage, et sur les grandes parcelles, il y a des bananeraies ou des grandes plantations, etc. Et en fait, ça fonctionne déjà comme ça. Et donc, mais ça, c'est aussi typique du fonctionnement des urbanistes vietnamiens. Et là, c'est de ne pas trop prêter attention au fonctionnement sur le terrain, à la façon dont ça fonctionne sur le terrain, ce qui est souvent bien dommage. Et enfin, pour terminer, cette dernière diapositive qui montre l'exploitation touristique du fleuve, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on attend, enfin qui semble relativement logique dans le rapport entre une ville et son fleuve. Hein, quasiment toutes les villes qui ont un fleuve ont aussi une exploitation touristique du fleuve, parce que c'est une façon de voir la ville différemment, etc., etc., et qui fonctionnerait, donc on le voit avec différents points d'arrêt, qui fonctionnerait parfaitement bien aussi si on développe réellement ces zones d'écotourisme, de mise en valeur de la biodiversité, etc., etc. Voilà. Ça fait 1 heure. Je vais juste conclure en disant que voilà, malgré donc des aménagements qui sont de plus en plus intéressants, une étude spécifique sur le fleuve, l'aménagement d'un grand corridor vert sur la province de Hanoï, etc. Les réflexions ne sont pas encore complètement mûres au Vietnam, elles sont que embryonnaires sur cette question d'urbanisme environnemental, sur cette question de prise en compte de l'environnement dans l'urbanisme, mais on est quand même sur un intérêt de plus en plus croissant pour ces questions-là. Le problème, c'est que la croissance économique, qui est toujours très forte au Vietnam et encore plus forte dans les zones urbanisées, rend complètement inaudible pour l'instant ces discours sur un urbanisme environnemental et ces enjeux spécifiques liés au delta qui demandent, enfin en tout cas dans la tête actuelle des décideurs, des investissements énormes en infrastructure. Et on est encore toujours sur ce paradigme de maîtrise du terrain par les infrastructures. Et en fait, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que les décideurs, les urbanistes, les politiques, un peu partout dans le monde, lorsqu'il y a des problèmes de dysfonctionnement, lorsqu'il y a des problèmes urbanistiques à résoudre, vont plus facilement sur des solutions techniques, parce que c'est maîtrisable, c'est gérable. C'est-à-dire que c'est facile pour eux de mettre en œuvre, même si ça coûte de l'argent, un nouveau pont, enfin de penser un nouveau pont ou de penser des solutions techniques. Alors que la plupart du temps, les solutions sont peut-être plus de l'ordre structurel ou de gouvernance, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer, parce qu'évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, un changement structurel, un changement de méthodologie du projet, de méthodologie de mise en œuvre du projet, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très compliquées. Et c'est là aussi, je pense, à mon sens, que notre rôle de chercheur, sciences humaines, peut être intéressant auprès des
des décideurs urbains pour les accompagner vers ces changements-là qui sont nécessaires, mais beaucoup plus complexes en réalité que penser un nouveau pont, penser une nouvelle autoroute, penser du drainage, etc., etc. Je vous remercie.